Salut à tous, c'est Nico, et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, une fois n'est pas coutume, une espèce de tier list pour les règles d'armée de chaque faction. Alors quand je parle de règles d'armée, je parle bien de la règle générale de l'armée, et on va pas forcément les classer par niveau de puissance, mais on va aussi parler du fun pour le joueur qui le joue, du volume de choix que ça offre aux joueurs qui jouent cette armée, mais aussi du fun que l'adversaire peut avoir en face, est-ce que ça interagit bien avec le codex, bref, on va essayer de faire un classement un peu plus général que juste c'est une règle qui est forte ou c'est une règle qui est pas forte, on va voir si ça s'intègre bien, si c'est fun à jouer. On va utiliser le classement classique, S étant le meilleur, puis A, puis B, puis C, et puis D, ça va être vraiment parmi les règles que je trouve les moins intéressantes. On va commencer avec les sœurs de bataille. Les sœurs de bataille, vous générez des dés de foi, des dés de miracle en fait, donc vous jetez des dés, ça vous donne un résultat, et en cours de partie, vous pouvez remplacer un jet de dés avant de le jeter, vous pouvez le remplacer par un de vos dés de miracle, vous avez plein de manières d'en générer dans le codex, c'est plutôt bien intégré, c'est plutôt très narratif aussi, puisque voilà, c'est les sœurs qui sont tellement pieuses qu'elles arrivent même à générer des miracles, et leur tir touche miraculeusement le bon endroit, leur armure résiste incroyablement à quelque chose. En termes de narratif et d'intégration dans le codex, c'est super. Par contre, en termes de règles elles-mêmes, en termes de mécanique de jeu, moi, c'est une règle dont je suis pas très fan. Et donc, je vais mettre cette règle en C. Pourquoi je suis pas très fan de cette règle? D'abord parce que si vous êtes joueur Sista, eh bien vous allez des fois faire des jets de dés pourris. Alors il y a des manières d'utiliser ces dés de miracle qui ont fait des mauvais jets, des 1, des 2, hein. Vous pouvez même décider de rater intentionnellement une sauvegarde avec un 1 ou un 2 pour être sûr que quelque chose meurt, vous donner un bonus, faire quelque chose. Mais des fois, vous avez juste des jets pourris tout le long de la partie, et donc ces dés vous servent pas tant que ça. Et à l'inverse, si vous avez plein de 5 et plein de 6, eh bien pour l'adversaire, c'est incroyablement frustrant, parce qu'il sait qu'il va activer un tir un peu mastoc qui est censé vous détruire un truc, et il sait en activant que ça va servir à rien, à part à vous faire gâcher vos dés de miracle, puisque vous allez dire, ok, t'as 3 tirs, t'en as touché 2, t'en as blessé 1, j'ai réussi une des saves, et la dernière save, je vais automatiquement mettre un 6, et puis comme ça, hop, y a pas de dégâts, et c'est 0. Ça peut être assez emmerdant sur la table. Moi, j'ai jamais été fan de ces mécaniques qui manipulent complètement le côté aléatoire du jet de dés du jeu, donc je suis pas fan, donc je la mets en C. Maintenant, je peux comprendre que certains joueurs adorent cette mécanique. Moi, perso, je trouve que c'est pas extrêmement intéressant, parce que ça va à l'encontre, justement, du système de jet de dés qui est le cœur du jeu. Les custodes, alors là on va aller directement en D, c'est une des pires règles du jeu, pas en termes de puissance, parce que les custodes, vous leur donnez soit touche soutenue, soit touche fatale au corps à corps, vous choisissez un ou l'autre, sur des profils pareils, 5 attaques, force 7, perd moins 2 dégâts 2 qui touche à 2, à minima, c'est loin d'être dégueu. Maintenant, c'est pas du tout intéressant, ça reflète pas du tout la capacité tactique, le génie martial d'un custodes, c'est des bonus que toutes les autres armées ont sur un strata quand ils en ont besoin, voire même dans leur bonus de détachement, tout simplement, donc c'est quand même un peu dommage. Il manque plein d'options, le -1 pour être touché, la capacité peut-être d'avoir plus de mouvement, de se replier devant l'adversaire, de faire des consolidations plus grandes, bref, il y a plein de trucs que les custodes devraient pouvoir faire avec cette règle qui représente normalement justement leur génie tactique et martial. Et en plus, ça offre aucun choix sur la table pour vous, puisqu'en fait, vous savez que si vous blessez à 4+, avec une relance, ou mieux que 4+, vous allez toujours prendre touche soutenue, si vous blessez à 5+, vous allez toujours prendre touche fatale, avec un petit débat sur le 5+, en relance des blessures, qui des fois vaut peut-être mieux touche soutenue, touche fatale. Bon, voilà, c'est pas très intéressant, ça vous offre quasiment aucun choix, c'est un bonus automatique, l'adversaire peut rien faire de spécial pour s'en prémunir, y a rien d'intéressant, c'est une règle qui est nulle et qui, je l'espère, sera complètement refondue en 11e édition. Le Mechanicus, eux, je vais les mettre en A. Pour moi, c'est une très très bonne règle d'armée, très bien écrite. Alors en début d'édition, c'était vraiment très mauvais, tout simplement parce que la puissance ne correspondait pas du tout, et ça obligeait des mécaniques de jeu complètement stupides de rester dans sa zone de déploiement, ou tirer sur des trucs qui sont dans la zone de déploiement de l'adversaire, là où vous allez jamais rien voir en fait, donc c'était complètement inintéressant. Maintenant à la place, vous avez soit +1 à la CT, -1 pour être touché au corps à corps si vous êtes à 6 pouces d'unité ligne et lourd, soit vous avez assaut, +1 à la CC, et +1 à la PA si vous êtes à 6 pouces d'unité ligne, tout ça marchant sur toutes les fiches de l'unité de l'armée. Il n'y a pas beaucoup d'occurrences dans le codex qui modifient ou qui interagissent avec cette règle, vous avez juste des améliorations qui vous permettent d'avoir les deux doctrines à la fois dans certains détachements, mais il n'y a pas d'unité qui dit si vous êtes dans telle doctrine, vous avez tel bonus, etc. Donc ça c'est un peu moins intéressant, mais globalement la règle fonctionne bien, elle est absolument indispensable de toute façon pour le Mechanicus, parce que les datasheets sont en mousse, mais avec cette règle-là, ils deviennent nettement plus efficaces, et c'est pour ça qu'elle est en A et pas en S, parce que c'est une règle qui est forte, pour être forte, pour booster les fiches d'unité, parce que sinon l'armée ne fonctionne tout simplement pas sur la table. Ça serait en S si c'était peut-être un petit peu moins fort, mais que ça gardait la même saveur tactique, mais que les fiches d'unité étaient un peu meilleures. Ça reste quand même, à mon sens, une des meilleures règles d'armée du jeu.
Les Black Templars, eux, je vais les mettre en B. Les Black Templars, ils ont pas le serment de l'instant des Space Marines classiques, ils ont leur propre vœu qui vous donne un +1 pour blesser si votre force est inférieure ou égale à l'endurance de la cible, et ou d'autres bonus que vous allez quasiment jamais prendre, parce que celui-là est le meilleur. Et c'est pour ça qu'on est que en B. D'une part, je trouve ça génial qu'ils aient enlevé le serment de l'instant. Je pense que tous les chapitres divergents devraient perdre le serment de l'instant et avoir leur propre règle d'armée. Les Blood Angels, les Black Templars, les Space Wolves, etc. devraient tous avoir la Death Watch, tous avoir leur propre règle d'armée qui n'est pas le serment de l'instant. Le serment de l'instant, c'est le truc du codex Space Marine lambda, et encore, on en reparlera, je trouve pas que ça soit merveilleux. En soi, la règle des Black Templars, du coup, c'est cool qu'ils aient autre chose. Le problème, c'est que parmi les choix que vous avez, eh bien, celui qui est quasiment tout le temps pris, parce que c'est celui qui booste le mieux vos unités, c'est celui qui vous fait +1 pour blesser quand la force est inférieure ou égale à l'endurance de la cible, parce que ça fait que vos épées tronçonneuses, eh bien, elles blessent tout le temps, au moins à 5, et la plupart du temps à 4. C'est extrêmement efficace, et évidemment, bah, c'est celui-là qui est pris la plupart du temps. Les autres sont pas inintéressants, vous avez un sticky objectif, vous avez d'autres bonus, mais globalement, c'est celui-là qu'on voit tout le temps. Si les autres options étaient un petit peu plus équilibrées entre elles, je pense que cette règle serait parmi les meilleures du jeu. Là, en l'occurrence, le choix est pas vraiment un choix. Les démons du chaos, c'est une règle que j'aime bien, que je vais mettre en A. C'est une règle qui dit qu'en gros, toutes les zones du champ de bataille que vous contrôlez, donc votre zone de déploiement, le No Man's Land si vous contrôlez le maximum, enfin la moitié ou plus des objectifs du No Man's Land, ou la zone de déploiement adverse si vous contrôlez son objectif, ce sont des zones qui sont dans l'ombre du chaos. Quand vous êtes dans l'ombre du chaos, et bien quand vous réussissez un test de commandement sur vos unités démons, déjà vous avez tout le temps +1 pour ces tests tant que vous êtes dans l'ombre du chaos, mais en plus vous vous soignez, et si l'adversaire rate un test d'ébranlement, enfin c'est pas de commandement, c'est d'ébranlement, et si l'adversaire rate un test d'ébranlement dans l'ombre du chaos, il va prendre des dégâts, et cette aura s'étend aussi autour des démons majeurs. Je trouve que c'est très narratif et très cool, c'est cette espèce de progression d'invasion chaotique qui perturbe les adversaires, qui les rend plus vulnérables, qui font que les démons se régénèrent parce qu'il y a plein d'énergie du warp et que l'adversaire à l'inverse se prend des espèces de dégâts psychiques. Je trouve que ça marche super bien, c'est plutôt bien géré en plus dans le codex, vous avez pas mal d'unités qui déclenchent des bonus dans l'ombre du warp, il y a plein de trucs intéressants avec ça, c'est plutôt fun à jouer parce que ça vous incite à jouer la mission, ça vous oblige pas à faire n'importe quoi, vous devez contrôler des objectifs pour avoir vos bonus, c'est ça que vous avez envie de faire de toute façon, donc ça vous invite à jouer au jeu, ça vous invite à prendre quelques démons majeurs aussi, mais pas forcément que ça, pour avoir cette aura en bulle là où vous contrôlez pas le champ de bataille, il y a plein de choses cool que ça fait, et à affronter je trouve ça plutôt intéressant, parce que là encore ça vous incite à empêcher l'adversaire de contrôler le champ de bataille, ce qui est le principe même du jeu, donc bah, ça vous offre des réflexions intéressantes sur comment vous jouez la mission, est-ce que vous laissez l'adversaire avancer, est-ce que vous essayez de le contrer au prix du sacrifice de certaines unités pour éviter d'avoir certains bonus, ou éviter que l'adversaire se soigne si jamais vous forcez des tests d'ébranlement, il y a plein de trucs rigolos, j'aime bien cette règle, je trouve qu'elle est bien écrite, donc pour moi elle va en A, elle est au même niveau que celle du Mechanicus à mon sens, en termes de qualité. Les Chevaliers du Chaos, je vais les mettre en C. Pourquoi ? Parce que ce sont des règles qui marchent quasiment que sur la partie ébranlement. En gros, vous choisissez, vous avez toujours à la base une aura qui fait que les tests de commandement faits autour de vous se font à -1, et puis ensuite, au premier tour, troisième tour et cinquième tour, vous choisissez des auras en plus. Vous pouvez aussi les déterminer aléatoirement, vous avez des détachements qui vous en donnent d'autres, etc. Mais globalement, vous additionnez des auras autour de vos chevaliers. En général, le premier que vous prenez, c'est -1 pour être touché quand l'adversaire a 18 pouces ou plus, ce qui fait que vous avez discrétion sur tous vos Chevaliers du Chaos, donc ça rend l'armée beaucoup plus solide, surtout contre certains match-up, mais ensuite vous pouvez forcer des tests d'ébranlement sur les unités qui sont juste un peu abîmées au lieu d'être sous leur demi-force, vous pouvez forcer des tests d'ébranlement un petit peu plus difficiles à -2 au lieu de -1, etc., etc. Le problème, c'est que ça ne marche que sur l'ébranlement, et l'ébranlement, pour moi, c'est une mécanique qui est binaire et pas intéressante, c'est-à-dire que si l'adversaire réussit ses tests, votre règle ne sert à rien, si l'adversaire rate ses tests, eh bien ça peut lui faire perdre la partie juste sur un tour de jet de dés raté, ce qui n'est pas intéressant comme manière de jouer au jeu, je trouve. Là, l'implémentation du moral en V10, pour moi, je la trouve vraiment nulle, et donc les bonus que vous avez dans cette armée, eh bien ils sont très dépendants de la réussite des jets de dés. Si vous affrontez des tyrannides, eh bien même à -2, ils vont faire leur jet à 3d6, et ils vont jamais rater un test, et votre règle ne sert à rien du tout, et puis si vous affrontez des armées qui sont au commandement 8, et ben ils vont être tout le temps sur le minimum de commandement possible, ils vont tout louper dès qu'ils ont perdu une figurine, et c'est pas très fun pour votre adversaire. Donc c'est une règle que je trouve pas intéressante, pas bien écrite, et à mon avis il y avait beaucoup mieux à faire avec les Chevaliers du Chaos que ce genre de truc, donc bon voilà, pour moi c'est du C, c'est pas terrible. La règle des Space Marines du Chaos, je vais la mettre en B, je trouve que c'est un peu le même problème que les custos, mais en un petit peu plus intéressant. Vous avez, là encore, le choix entre touche soutenue ou touche fatale, mais à chaque activation d'une unité, au tir ou au corps à corps. Le risque, c'est qu'à chaque fois que vous prenez ce bonus, vous faites un test de commandement, et s'il est raté, vous prenez des blessures mortelles sur votre unité. En soi, je trouve ça assez intéressant, c'est un peu narratif, puisque bah, ça représente les Space Marines du Chaos qui font des pactes avec les dieux sombres pour devenir plus forts, et puis de temps en temps, leur patron leur met un petit coup derrière l'oreille. Le problème, c'est que vous avez le bonus même si vous réussissez le test,
Ce qui fait que du coup, bah, c'est pas logique, parce que votre dieu, il vous dit non, non, t'as rien, et en plus, tiens, prends ça dans ta tronche, t'es pas digne de moi, mais par contre, t'as quand même le bonus, t'es quand même énervé. Donc, ça, déjà, c'est pas très très logique, mais en plus, eh bien, ça ne représente pas du tout tout ce qui est renégat. Hein, les Space Marines du chaos, à la base, c'était les Space Marines traîtres, hein, hérétiques, et donc, bah, l'intérêt, c'était d'avoir justement des bandes renégates, et pas que des Space Marines du chaos affiliés à des dieux du chaos. Et ça, maintenant, ils l'ont fait via un détachement, mais ça devrait être pris en compte dès la règle d'armée, je pense, pas au niveau d'un détachement spécifique, pour pouvoir justement jouer des renégats dans tous les détachements du jeu, au lieu de devoir s'identifier un peu malgré soi à des Space Marines du chaos. Et puis l'autre problème, bah, c'est que ça n'est encore une fois que touche soutenue ou touche fatale. Il n'y a aucun boost que les dieux du chaos vous donnent pour mieux charger, vous replier, mieux résister aux tirs, bouger dans la phase adverse. Voilà. Il y a plein de trucs plus intelligents qu'on peut imaginer avec ces pactes sombres. On pourrait très bien imaginer que vous avez le droit de faire des pactes sombres qu'une fois par tour avec une de vos unités, mais qu'en échange, vous avez toujours ce risque des blessures mortelles, mais vous avez des bonus qui dépendent de la phase dans laquelle vous faites le pacte. Ça serait beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant. Il y aurait plein de trucs à faire avec ça. Touche de touche fatale, c'est pas un vrai choix, puisqu'en fonction de à combien vous allez blesser et si vous avez des relances des blessures, vous savez lequel est le mieux à utiliser. Il n'y a pas de choix, il y en a toujours un qui est mieux que l'autre. Bon, on n'est pas en D comme le sont les custodes, parce que pour moi, les custos, il y a vraiment rien de narratif, de savoureux, il y a rien qui représente l'armée. En Space Marine du Chaos, on est un peu plus intelligent que ça, parce qu'il y a quand même un aspect plus narratif de l'appel au dieu du chaos, les blessures mortelles, et puis surtout, dans le codex, il y a des fiches d'unité qui disent quand vous avez fait un test de pacte sombre, vous avez tel ou tel bonus, alors qu'en custo, il y a rien qui vous dit si vous avez choisi tel truc martial, vous avez tel bonus en plus ou pas. Donc c'est beaucoup mieux fait dans les Space Marine du Chaos, donc on est en B et pas en D. Les Eldar des vaisseaux mondes, pour moi, c'est la règle qui va en S. La règle d'armée, elle est incroyable. Vous gagnez des pions de transguerrière, je crois de mémoire c'est 4 par round si vous jouez à 2000 points, et vous les utilisez sur n'importe quelle unité dans certaines phases pour vous donner des bonus au mouvement, des bonus au mouvement sur les véhicules, vous repliez quand on vous a tiré dessus, empêcher l'ennemi de vous tirer dessus en état d'alerte. Il y a plein de trucs intéressants à faire avec cette règle, et surtout ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une règle qui ne booste pas le dégât, c'est une règle qui booste la capacité de jouer au jeu avec du mouvement. Warhammer 40 000, c'est un jeu de mouvement. Il faut bien placer ses figurines, bien mesurer ses distances, les mouvements que vous faites sont ultra importants, presque plus importants que vos jets de dés, que vos dégâts, etc. Et cette règle, du coup, ne fait pas que renforcer les unités qui tapent déjà fort, ça renforce potentiellement toute votre armée en lui donnant la capacité de mieux jouer au jeu. Et ça, je trouve ça génial. Il y a en plus des manières d'utiliser certaines manœuvres agiles sur certaines unités. C'est pas très riche dans le codex à ce niveau-là, mais il y a quelques options quand même qui interagissent avec cette règle. Pour vous, le joueur Eldar, c'est fun, parce que ça vous donne plus d'options sur la table. Pour votre adversaire, c'est intéressant à affronter, parce que c'est pas juste quand il tire plus fort, quand il tape plus fort. C'est une anguille. Vous affrontez un truc qui vous empêche d'utiliser certaines choses, qui court partout, qui bouge partout, et du coup, bah, ça vous oblige à réfléchir à comment vous jouez, comment vous tendez des pièges, ça vous oblige à jouer de manière plus intelligente, et je trouve ça super intéressant. En plus, c'est très narratif, hein, c'est vraiment le côté discipline guerrière de l'Eldar, son focus, sa capacité psychique à prévoir l'avenir, donc je trouve que ça, c'est une règle qui est super réussie, c'est pour moi une des meilleures du jeu, qui va donc en S. La Death Guard, moi je vais la mettre en C. Alors, sur le papier, c'est une règle que je trouve intéressante. Vous approchez des unités Death Guard à 3 pouces, puis 6 pouces, puis 9 pouces au fur et à mesure que la partie avance, et vous avez des debuffs. Vous avez -1 à l'endurance de base, et puis le joueur Death Guard va choisir pour toute la bataille un autre bonus qui peut être -1 à votre sauvegarde, -1 à vos jets de touche, ou -1 à votre commandement et votre OC de mémoire. Souvent, c'est assez automatique comme choix, en fonction de ce que vous affrontez, soit vous allez mettre -1 touche pour que l'adversaire vous tape dessus à 4+, et soit plus du tout efficace, ou alors vous allez mettre -1 save si l'ennemi a beaucoup de sauvegarde à 2+, voilà, globalement c'est à peu près les deux trucs que vous choisissez. Le problème que j'ai avec cette règle, c'est très narratif, ça représente bien les maladies de Nurgle, mais c'est pas une règle qui améliore votre armée, c'est une règle qui vous rend meilleur en frustrant l'adversaire. C'est-à-dire que vous, en tant que joueur Death Guard, bah, -1 d'endurance, vous blessez mieux, -1 à la save, vous tuez mieux, -1 à la touche, vous résistez mieux, ça vous donne, mine de rien, des bonus, mais c'est pas des bonus inhérents à votre armée, c'est des bonus liés au fait de rendre l'armée de l'adversaire moins bonne. Et ça, bah, c'est quand même pas super intéressant, parce que bah, pour l'adversaire, imaginons vous jouez custo contre Death Guard, eh bien vous jouez avec des custos qui vont devoir aller au corps à corps, c'est leur job, ils vont être en du 5, sauvegarde à 3, donc on se retrouve à taper un peu comme des Terminators, alors qu'on a payé le prix en points de garde custodes, de veilleur custodes, de Terminator à la russe. C'est quand même un petit peu frustrant, et je trouve que c'est pas très bien implémenté, c'est pas très intéressant sur la table. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'unités dans le codex qui jouent avec ces auras de contagion et ces choses comme ça, ce qui du coup renforce pas non plus le feeling de la règle. Je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant de laisser le joueur Death Guard choisir ses contagions déjà round par round, au lieu de les choisir, ou phase de commandement par phase de commandement, au lieu de les choisir au début de la bataille, pouvoir être plus réactif, invoquer certaines
peste, mais surtout moi les mécaniques de debuff, c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement parce que vous avez payé votre coup en points d'une armée, vous avez pas envie qu'elle se comporte comme une version moins bonne de cette armée malgré les points que vous avez payés, même si ça revient au même de donner un bonus à la blessure, mettons +1 à la force au lieu de -1 à l'endurance sur les armes de la Death Guard, ça reviendrait à peu près au même, hein, en stat pas du tout, mais bon, intellectuellement c'est à peu près la même chose, je trouverais ça moins embêtant parce que c'est juste un bonus que l'armée adverse a au lieu d'avoir un malus qui vous est infligé. Ça n'est que ma perception, mais pour moi, du coup, ça rend la règle pas très amusante à affronter. Et si j'étais joueur Death Guard, je fais pas de choix, en fait. C'est-à-dire qu'en fonction de l'armée que j'affronte, je sais très bien laquelle des contagions est la meilleure, je prends celle-là, et ensuite je m'en occupe plus du tout pendant toute la bataille, à part pour mesurer les portées de contagion, c'est pas terrible. Les Drukhari, je vais les mettre en S aussi. Pour moi, c'est une des meilleures règles du jeu, c'est les pions de souffrance au début de votre phase de commandement, ou quand vous détruisez une unité ennemie, ou quand une unité ennemie rate un test d'ébranlement, vous gagnez un pion de souffrance. Ces pions, vous les dépensez sur vos unités dans certaines phases pour donner une aptitude spéciale que chaque unité a. Et c'est en ça que c'est très intéressant et très inventif, parce que chaque unité a sa propre aptitude dans le codex. Ça veut dire que le codex est 100% intégré avec la règle d'armée, c'est pas un petit bonus qui va être intéressant sur certaines unités, pas sur d'autres. Chaque unité a son bonus qui est vraiment intéressant, et qui dépend de quelle unité vous avez sur la table, de quand vous en avez besoin. Donc c'est très réactif, c'est très intelligent, j'aime beaucoup le fonctionnement de cette règle. Alors je suis biaisé parce que c'est une armée que je joue, mais je trouve quand même que c'est super bien écrit et super fort. Il y a des match-ups sur lesquels vous affrontez 5 gros chevaliers du chaos, donc vos pions de souffrance, vous n'allez pas les avoir souvent, parce que pour en tuer un, vous avez déjà besoin de dépenser les 2 ou 3 pions de souffrance que vous avez gagnés dans vos 3 premiers tours, donc vous allez vraiment galérer. Mais il y a d'autres match-ups où vous affrontez 16 ou 17 unités sur la table, et vous allez vous noyer sous les pions de souffrance et faire ce que vous voulez. Donc je trouve que la règle est fun, c'est bien intégré, et pour l'adversaire, c'est un peu frustrant par contre, parce que ça veut dire que quand vous présentez votre armée, vous avez une avalanche de règles spéciales, vous avez les mots-clés de l'unité, ses capacités inhérentes, mais en plus l'aptitude de sa datasheet, et en plus, des fois, l'aptitude des pions de souffrance en rab à expliquer, et donc l'adversaire est noyé sous un monceau de règles, et c'est pas très lisible, donc quand vous jouez Drukhari, il faut bien expliquer à votre adversaire ce que vous faites, parce que sinon il a l'impression que vous trichez, et que vous vous rajoutez des règles, et puis faites bien gaffe au déclencheur des pions de souffrance aussi, parce que des fois c'est pas joué comme il faut. Pour moi, ça reste quand même une des meilleures règles d'armée, les mieux écrites et les plus intelligentes, on va dire, parce que chaque unité a son propre truc différent. Les cultes Genestealer, je vais les mettre en B. En gros, quand une de vos unités est détruite, vous faites deux choses. Vous pouvez dépenser des pions de résurgence, qui sont un certain nombre de points que vous avez en début de partie, équivalent à ce qui est listé en face de l'unité. Par exemple, si on vous détruit une unité qui vaut 2 points, vous dépensez 2 points, et du coup vous remettez l'unité qui vient d'être détruite en réserve. Et vous placez en plus sur la table un petit marqueur d'embuscade à plus de 9 pouces des unités ennemies, et vous pourrez faire revenir vos unités des réserves ou en arrivée précipitée autour d'un de ces pions, mais là encore à 9 pouces, à plus de 9 pouces des unités ennemies. Donc en gros, ça vous permet de faire revenir des unités en fonction de leur coût en points, ça vous donne un certain nombre de points de résurgence que vous pouvez dépenser, vous en avez un stock limité pendant la partie, et c'est tout. C'est une règle que je trouve intéressante, que je trouve intelligente, c'est narratif, ça montre que c'est une espèce de multitude d'embuscades qui arrivent encore et encore, qui sortent des tunnels, qui apparaissent de derrière un bâtiment, vous pensiez pas qu'ils étaient là, et en fait ils étaient là, ils vous piègent. Le problème, c'est que du coup, c'est pas très très fun, je trouve, en tout cas moi, personnellement. Alors c'est pas une armée que je joue, mais c'est pas une règle qui me donne envie de jouer l'armée. Le côté, mes unités sont en mousse, elles se font tuer, et je les ramène en dépensant un certain nombre de points qui sont fixes. Il n'y a pas du tout de côté aléatoire, même si l'aléatoire trop fort, c'est pas toujours intéressant. Là, il n'y a pas du tout d'aléatoire, c'est très fixé, probablement pour des raisons d'équilibrage, et puis ça vous oblige à arriver à certains endroits de la table, qui sont visibles par l'adversaire, qui sont contrables. Je suis pas un gros fan de la mécanique, j'aime pas trop non plus personnellement affronter des armées qui passent leur vie à réapparaître, détruire un truc pour qu'ils reviennent au tour d'après, ça m'éclate pas. Moi j'aime bien quand j'ai tué un truc qui reste mort, et donc effectivement c'est pas le genre de règle qui moi m'éclate. Alors là c'est pour le coup entièrement subjectif, comme le reste, mais plus subjectif que le reste. C'est une armée que j'affronte très peu, mais voilà, sur le papier en tout cas, quand je lis la règle, ça me donne pas envie de les jouer, ça me donne pas envie de les affronter, je trouve pas que ça soit très inventif, très intéressant, c'est pas un truc qui m'éclate, donc en B, c'est ni nul ni génial, c'est une règle qui est ok. Les chevaliers gris, je vais faire la même chose, pour moi c'est du B, c'est une règle qui n'a pas vraiment d'imagination, en gros à la fin de la phase de combat adverse, vous reprenez un certain nombre d'unités, vous les mettez en réserve si c'était pas au corps à corps. Si vous jouez à 2000 points, c'est 3 unités, et puis comme quasiment toutes vos unités ont la frappe en profondeur, vous les faites revenir en frappe en profondeur à votre tour d'après, et vous tirez. Le problème c'est que vos unités elles sont aussi très efficaces au corps à corps, les faire revenir sur la table du coup à 9 pouces de l'adversaire pour tenter une charge à 9, c'est pas très intéressant, donc il faut bien mesurer lesquelles vous allez reprendre. Je sais pas, je trouve pas que ça soit une règle qui colle super
super bien avec les chevaliers gris. Les chevaliers gris, c'est pas je me téléporte tout le temps partout et je passe mon temps à disparaître, c'est je me téléporte au cœur de l'action et j'attaque. Donc pour moi, le fait qu'ils aient frappe en profondeur sur la fiche d'unité, c'est déjà ça, et ensuite il leur faudrait une vraie règle d'armée qui est pas juste je me téléporte. Je suis pas un gros fan, moi, personnellement, de cette mécanique-là. Donc c'est pas nul, ça peut être très fun à affronter, parce que là encore, vous avez besoin de vous assurer que l'ennemi rentre pas dans vos dispositifs, essayer de deviner où il va attaquer, essayer de vous assurer que vous allez vraiment tuer quelque chose ou le bloquer au corps à corps pour qu'il puisse pas revenir. Ça vous donne des options de jeu et du jeu. Quand vous êtes joueur chevalier gris, ça vous donne des options de jeu sur la table aussi, hein. Vous choisissez vraiment ce qui doit revenir, et puis il y a des fois vous allez faire l'erreur de faire revenir un truc alors que vous en auriez eu besoin pour courir, avancer quelque part, etc. Donc c'est pas inintéressant, mais je trouve pas que ce soit une règle très excitante, très narrative, très intéressante, donc pour moi ça va en B. La garde impériale ou l'Astra Militarum, moi je vais les mettre en A. J'aime beaucoup la règle des ordres, c'est déjà d'une part super narratif, vous avez une armée vraiment classique, hein, c'est les armées comme on les a aujourd'hui, avec une espèce de force combinée d'infanterie, de chars, d'éclaireurs, etc. Et vous avez besoin d'officiers qui transmettent des ordres pour avancer plus vite, mieux tirer, mieux aller au corps à corps, se mettre à couvert, etc. Et du coup, vous avez ces bulles autour des officiers qui peuvent donner un certain nombre d'ordres à certains types d'unités. Les officiers, souvent infanterie, donnent des ordres que au peloton d'infanterie. Les officiers mécanisés donnent des ordres que aux véhicules, etc. J'aime beaucoup, beaucoup le fonctionnement. Il y a plein d'instances dans le codex où justement on vous dit voilà combien d'ordres tu peux donner tel ordre, en plus de tel autre ordre, cette unité peut recevoir 2 ordres, etc., etc. Donc c'est plutôt bien intégré dans le codex. Ça représente super bien l'armée. Ça donne plein d'options de jeu pour la garde impériale, puisque vous allez devoir décider est-ce que je donne mon ordre maintenant, donc est-ce que j'ai besoin de bouger, ou est-ce que j'aurais besoin de mieux tirer. Mais si je bouge pas, est-ce que j'ai la ligne de vue dont j'ai besoin? J'ai 3 modèles qui voient pas, alors que si je bouge, tout le monde voit. Mais du coup, si tout le monde voit, je tire moins bien si je me donne pas l'ordre pour toucher. Vous avez plein de réflexions. Et pour l'adversaire, ça vous incite à sniper les officiers, ça vous donne un plan de jeu aussi contre la garde impériale, où vous avez envie de zigouiller les officiers pour que les ordres n'arrivent plus, vous avez envie d'isoler les unités pour qu'elles soient trop loin des ordres qui sont donnés, etc., etc. Donc il y a des choses intéressantes à faire, je trouve que c'est intelligent, c'est bien écrit, c'est fun, ça marche bien, c'est narratif, pour moi c'est une bonne règle d'armée, ça mérite sa place en A. Les chevaliers impériaux, eux aussi, je vais les mettre en A. Alors je sais que certaines personnes n'aiment pas la règle d'armée, moi je trouve que pour le coup elle fonctionne très bien. Vous allez choisir au début de la bataille une action héroïque que vous devez accomplir, donc ça peut être tuer un personnage, ça peut être contrôler plus d'objectifs que l'adversaire à un moment donné, avoir détruit plus d'unités que le numéro du round en cours. Vous allez aussi choisir une qualité qui vous donne un buff sur votre armée, ça peut être une relance de touche et une relance de blessure, ça peut être un bonus au mouvement, ça peut être un bonus à l'OC, ce genre de choses. Vous pouvez aussi les tirer au pif. Quand vous accomplissez votre haut fait héroïque, vous gagnez 2 points de commandement et vous êtes honoré, et le fait d'être honoré va donner certains bonus à certaines unités aussi écrites sur leur datasheet. Et si vous avez tiré au hasard votre bonus et votre haut fait, eh bien vous gagnez 3 points de commandement à la place quand vous devenez honoré. Je trouve que c'est pas mal. Alors, il y a clairement des choix plus intéressants que d'autres en fonction de l'armée que vous affrontez. Souvent, le choix n'en est pas vraiment un. Vous savez tout de suite ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'enfermer l'adversaire, vous prenez le bonus de mouvement. Si vous avez besoin de stabilité parce que l'adversaire se cache un peu à des discrétions, des machins comme ça, vous avez besoin des relances. Si vous avez un adversaire qui essaie de vous noyer sous l'OC, vous prenez le bonus à l'OC. Et idem pour les faits héroïques que vous essayez d'accomplir, c'est plutôt plus facile d'en faire certains contre certaines armées que contre d'autres. Donc le choix est pas un vrai choix. Mais je trouve que c'est quand même bien écrit, c'est intelligent, le fait que vous puissiez, qu'on vous incite aussi à le faire de manière aléatoire pour le fun, en vous donnant une un petit peu meilleure récompense, 3 points de commandement au lieu de 2, c'est intéressant aussi. Je trouve que c'est fun, c'est bien écrit, c'est pas forcément extrêmement fort, mais en même temps les fiches d'unité des chevaliers sont déjà assez balèzes, donc c'est vrai que leur rajouter beaucoup de bonus, c'est pas foufou. Donc je trouve que c'est pas mal, moi j'aime bien, je sais que certains trouvent que c'est pas si intelligent que ça, vous avez en plus la capacité de donner des auras avec vos gros chevaliers sur les petits chevaliers, leur donner des aptitudes bonus. Vous avez en plus le fait de traverser les murs avec vos gros chevaliers sous réserve de peut-être être ébranlé si vous faites un 1 sur un D6. Je trouve que c'est une règle qui marche bien, c'est un ensemble de règles qui fonctionne bien, qui est narratif et qui est cool pour cette armée-là. J'aime bien le résultat final, même si c'est peut-être pas la meilleure règle d'armée en termes de puissance, je trouve qu'elle fonctionne bien sur la table. C'est pas très interactif pour votre adversaire, il peut pas vraiment se prémunir de grand-chose, à part de cacher certaines unités pour vous empêcher de les tuer et que vous soyez pas honoré pour éviter que vous gagniez vos points de commandement. Mais globalement, voilà, vous avez pas beaucoup d'interaction en tant que l'adversaire du chevalier impérial. Je trouve quand même que la règle fonctionne. Les ligues de Votann, je vais mettre leurs règles en C. La première fois que je l'ai lu, quand le codex est sorti, je me suis dit, ah, c'est pas mal, il y a cette mécanique de points de réquisition. Quand on est en dessous de 7 points de réquisition, on a plus 1 pour toucher. Quand on attaque un truc sur les objectifs, on a la relance des avances et des charges. Et quand on est passé à 7 ou plus à une de ces phases de commandement, là on a moins 1 pour être blessé quand la force est supérieure à l'endurance, et on a plus 1 pour toucher quand on est sur un objectif. Ça définit un plan de jeu, il y a plein de manières de gagner ou de dépenser ces points de réquisition. Je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien. Et puis en fait, au fur et à mesure des parties, on se rend quand même compte
que globalement, l'économie des pions, elle est pas terrible, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez toujours en gagner plus que ce que vous dépensez, c'est quasi impossible. Si vous contrôlez des objectifs et que vous jouez une partie où vous n'êtes pas en train de vous faire exploser, c'est très difficile de pas être à 7 pions points de réquisition, et donc de pas être en -1 pour être blessé. Les listes très agressives qui bénéficieraient tout le temps du bonus pour attaquer, relancer les avances et tout, en fait, elles ont tendance à gagner les pions trop vite, et du coup à dépasser le seuil, et vous n'avez pas tant que ça de moyens de les dépenser vraiment. Du coup, je suis pas sûr que la règle fonctionne si bien que ça, l'économie est bof. Finalement, je préfère ce qu'ils ont fait dans le nouveau détachement qui vient de sortir, où là, vous dépensez 3 points pour passer dans une posture, 3 points pour repasser dans l'autre, et je trouve que ça, en fait, ça aurait dû être la règle d'armée, de toute façon, point. Ça aurait été très bien, beaucoup plus efficace. Je pense que ça aurait été vraiment plus intéressant. Là, du coup, c'est peut-être pas très interactif. En tant que joueur adversaire, tout ce que vous pouvez faire, c'est d'empêcher le Votan d'aller sur les objectifs pour qu'il ait pas son -1 pour blesser, mais il aura quand même son +1 pour vous toucher, et ça relance des avances et des charges tant qu'il a pas ses points. Il n'y a pas grand chose que vous pouvez faire. Il y a plein d'instances dans le codex qui jouent avec les pions de réquisition, dans les détachements aussi, donc ça à la limite c'est pas mal intégré, mais je pense que l'économie de ces points de réquisition a été mal gérée, et du coup pas très très intéressant. Donc pour moi c'est du C, parce qu'en fait ça vous offre pas vraiment un vrai choix. Vous me direz en commentaire si je me trompe, mais j'ai pas l'impression que quand j'affronte du Votan, voilà, leur but c'est d'aller à 7, et ensuite ils savent qu'ils bougeront plus de 7 de toute façon, donc ils vont rester à 7, ils vont rester en -1 bless, et puis voilà. On a ensuite les Nécrons, et moi je vais mettre cette règle en B. Je suis pas un fan de la règle des Nécrons. En gros, vous avez les protocoles de réanimation, c'est ce qui vous permet de régénérer D3 points de vie à une unité, sachant que si c'est une unité à 1 PV, bah D3 ça vous fait du coup D3 figurines qui revient, et puis si vous dépassez le nombre de PV qu'il faut pour ramener une figurine en entier, eh bien ça ramène une nouvelle figurine avec 1 PV de plus. Donc par exemple, vous avez les fameux spectres qui ont 4 PV de mémoire, et donc si vous en avez un qui est blessé à 2 PV, vous faites 6 sur votre D3, vous soignez les 2 PV du spectre et vous en ramenez un autre à 1 PV. Déjà, je trouve que la règle est narrative, parce que bah, c'est les nécrons, hein, ça se régénère, ça se soigne, c'est l'espèce de nécroderme qui permet de ramener les choses. Il y a aussi des nouveaux nécrons qui ressortent aussi petit à petit, donc tout ça c'est très narratif et c'est intelligent. Maintenant le problème c'est que Games Workshop ne semble pas comprendre que ramener un PV à une figue et ramener une figue entière même à un PV, c'est pas du tout la même chose, parce que bah, quand vous ramenez une nouvelle figurine, vous ramenez de l'OC, vous ramenez un nouveau truc qui peut tanker des dégâts, qui va annuler une attaque, ramener des 3 PV sur un Ctan, c'est pas du tout la même chose que ramener des 3 PV sur une unité de guerrier Nécron. Et bah tout ça est fait un peu de la même manière. L'autre problème, c'est qu'en plus, toutes les fiches d'unité du codex Nécron sont du coup costées de manière assez élevée parce qu'elles vont potentiellement régénérer. Si vous tombez sur un adversaire qui vous tue tellement vite que vous régénérez pas, vous avez payé vos unités beaucoup trop cher. Si à l'inverse, vous tombez sur quelqu'un qui n'a pas le volume de dégâts pour vous dégommer toute une unité en un seul tour, bah en fait il va jamais rien vous dégommer, vous allez vous soigner plus vite que ce qui vous régène, enfin plus vite que ce qui vous détruit, et du coup bah, ça fonctionne pas très bien sur la table. J'ai aucune idée de comment faire une autre règle que ramener des figues, parce que c'est ça l'ADN du Nécron, c'est soigner, régénérer des figurines. Je sais pas comment ils peuvent le changer, mais pour moi, c'est une règle qui en termes de Nécron est pas très intéressante, parce que c'est juste, je croise les doigts pour tanker, cool j'ai tanké, j'en ramène combien? Ah mince, 1 PV, ah mince 2 PV, ah chouette 3 PV. C'est pas très intéressant sur la table, vous payez cher vos unités pour le privilège de parfois ramener qu'un seul PV, et d'un autre côté, pour l'adversaire, bah moi personnellement qui déteste les mécaniques de régénération dans Warhammer, eh bien c'est incroyablement frustrant à affronter parce que vous avez un dé qui a dévissé et vous avez laissé un Ctan à 1 PV, et bien à la phase d'après, s'il a un réanimateur derrière, il se retrouve à 6 PV, et 6 PV de Ctan, c'est dur à tuer, et tout ça, bah, ça se fait de la même manière que s'il avait régénéré 6 guerriers Nécrons, alors que c'est pas du tout la même valeur sur la table. J'aime pas du tout cette règle, maintenant je l'aime pas parce que moi elle me frustre personnellement, donc je la mets en B, pas en D ou en C, parce que je vois pas bien comment on fait un truc plus narratif que ça. Il y a plein d'occurrences en plus pour redéclencher des protocoles dans les codex, dans le codex, donc c'est plutôt dans les détachements et dans le codex, c'est plutôt bien intégré avec le reste de l'armée. C'est juste une règle que moi je trouve ennuyeuse à jouer et ennuyeuse à affronter, donc voilà, je suis pas un fan de ce qu'ils ont fait là-dessus. Les orques, je vais aussi les mettre en B. La WAG, alors la WAG c'est toujours le truc très emblématique, vous avez votre tour, où au début de votre phase de co, vous déclenchez la WAG, ça va durer jusqu'à votre prochaine phase de co, vous avez une invuln à 5, vous avez plus un force, plus une attaque, l'avancée charge sur toute l'armée, et bah c'est sympatoche, mais c'est pas très très bien pensé. Déjà parce que les orques c'est aussi le tir, hein, faut pas oublier que les orques au début du jeu c'était plutôt une armée qui shootait, hein, ils shootaient comme des Space Marines, hein, donc peut-être un peu moins bien mais avec plus de volume. Là aujourd'hui le tir n'est pas du tout boosté par la règle d'armée. Il est même complètement ignoré quasiment dans tout le codex et les détachements, parce que les détachements qui boostent le tir sont quasiment universellement mauvais, donc c'est pas très intéressant. En plus de ça, bah, ça vous incite à jouer tout sur un tour, c'est-à-dire que c'est un peu le gros pari
J'ai décidé que là, je me suis mis à peu près à portée avec tout le monde, je vais tenter des avances et des charges. Pas de bol, mes avances sont ratées, mes charges sont ratées, j'ai que la moitié de mon armée au corps à corps, ça suffira pas, et je vais me faire sécher au tour d'après. Bon, pas très intéressant. Ou à l'inverse, j'ai réussi toutes mes avances et toutes mes charges, mon adversaire est au corps à corps partout sur la table, et puis mon tour s'est bien passé, voilà. J'aime pas cette mécanique de tout d'un coup sur un seul round. Je trouve que par exemple à AOS, la mécanique des Zoruk qui déclenche des wags autour d'un personnage, et qui n'implique que les unités autour de ce personnage, est beaucoup plus intéressante, parce que ça vous permet de déclencher ça au moment où vous le voulez, et vous pourriez en plus avoir des bonus spécifiques par type de perso. Quand il déclenche sa wag, les unités autour gagnent certains bonus, pas d'autres. Je pense que ça serait beaucoup, beaucoup plus intelligent, et surtout, pourquoi est-ce que ça ne booste pas le tir? Ça reste relativement narratif, c'est les orques qui s'élancent en hurlant, ça y est, ils sont tous motivés, ils y vont et ils passent à la castagne. Ça les booste au corps à corps, ça reste une armée qui est quand même axée sur le corps à corps, les orques, donc ça marche aussi. Et puis pour l'adversaire, eh bien, c'est interactif, puisque voilà, il vous voit approcher, il sait que vous êtes positionné, il se dit ok, au prochain tour, le mec va faire sa wag, peut-être que j'ai intérêt à me replier un peu, parce que là, c'est à peu près sûr que sinon il va le déclencher, mais si je me replie, je le laisse aller sur les objectifs, est-ce que ça m'arrange, est-ce que ça m'arrange pas? Il y a plein de trucs à réfléchir avec ça, qui donnent de l'interaction et du jeu, donc pourquoi pas? C'est pas une mauvaise règle, je la mets en B, mais elle passerait en A ou même en S si jamais elle boostait aussi le tir et qu'elle était un petit peu plus réfléchie que juste tout sur un tour. Bon, on va faire les Space Marines qui sont ici représentés par les Ultramarines. Je vais les mettre en B aussi, ça fait beaucoup de B. Le serment de l'instant, pour moi, ne représente pas les Space Marines. C'est pas une armée de Space Marines, c'est pas ça qu'elle fait. Une armée codex, c'est pas je pointe à un truc et on va tirer et taper super fort dessus jusqu'à ce qu'il soit mort. Ça, le serment de l'instant, c'est les Résidorus, hein. Ça n'a rien à faire dans Warhammer 40 000, on en parle quasiment jamais dans Warhammer 40 000. Ça existe un peu, mais c'est pas du tout l'axe principal. Là, on parle de la règle d'armée et des chapitres codex. Donc pour moi, la règle d'armée, ça devrait être les bonus que donne le détachement du Gladius. Ça devrait être ça, les bonus du Space Marine. Ça devrait être la flexibilité, l'adaptabilité tactique, ou en tout cas ce genre de mécanique. Maintenant, ça reste une règle qui est très forte, qui est bien gérée au niveau du codex. Il y a pas mal d'unités qui vous donnent certains bonus sur la cible du serment de l'instant. Donc c'est plutôt bien fichu. C'est fort, c'est pas du tout interactif pour votre adversaire, parce que il peut rien y faire en fait, hein, vous avez même pas besoin de voir la cible du serment de l'instant pour dire que c'est ça, donc vous pouvez rien changer au fait que l'adversaire a mis sa cible du serment de l'instant quelque part, et vous en tant que joueur Space Marine, la décision du serment de l'instant elle est rarement très compliquée, en général c'est cette menace là sur laquelle je vais pouvoir m'activer avec plusieurs unités pour être sûr de la tuer, et qui vaut cher en points, c'est ça que je vais désigner parce que je veux vraiment que ça meure. Point. Hein, c'est le truc sur l'objectif que je vais avoir du mal à tuer, c'est ça. Ou le truc dans la backline qui me tire dessus depuis longtemps, et c'est ça que je vais tuer. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de décision et de flexibilité. Le fait que ça soit relance des touches et plus un pour blesser sur certains chapitres, mais pas sur d'autres, et pas du tout logique ni équilibré en fonction des chapitres, donc c'est pas très malin. Hein, on va mettre avec ça aussi, voilà, tout ce qui est White Scars, Iron Hand, Salamanders, tout ça, ils ont la même règle. Hein, la Deathwatch aussi, c'est la même règle. Tout ça, ça va ensemble. Donc il n'y a pas de variation du tout. Je suis pas un méga fan de la règle, elle est pas mauvaise, elle est pas inintéressante, mais c'est pas très inspiré, c'est pas très fun, c'est pas très interactif. Je trouve pas que ça soit une franche réussite. L'Empire Tau, je vais mettre ça en D. Pour moi, on est sur une des pires règles de l'édition aussi. Parce qu'en gros, la règle d'armée qui vous donne, elle s'appelle pour le bien suprême, mais ça n'a rien à voir avec le bien suprême. En gros, la règle d'armée, c'est j'ai un désignateur laser. C'est vous prenez une unité, elle guide votre armée sur telle cible adverse, et toute votre armée va maintenant avoir +1 à la CT pour tirer sur cette cible. Et si le désignateur avait un désignateur laser dans son équipement, eh bien vous avez aussi ignore le couvert. Point, c'est tout. C'est pas ça. Ça, c'est un équipement. Ça, c'est un truc qui devrait être sur les fiches d'unité des taux. Les taux devraient toucher de base à 3+, et le désignateur laser devrait être un équipement qui vous donne en plus ignore le couvert. La règle d'armée devrait être complètement autre chose, peut-être basée sur le fait de choisir entre Mondka et Koyon, un peu comme les doctrines Admech. Je trouve que là, c'est pas du tout intelligent. Ça vous oblige à avoir une taxe dans votre armée pour avoir des petites unités un peu mobiles, mais un peu planquées, qui vont servir quasiment qu'à guider. Il n'y a pas beaucoup d'éléments dans le codex où, quand vous êtes guidé ou quand vous guidez, vous avez certains bonus, vous avez les stealths qui vous donnent des relances, et je crois que c'est à peu près tout. C'est pas très très intéressant. Je trouve que c'est pas bien écrit, c'est pas intelligent, et encore une fois, c'est un peu comme avec l'ADMEC, où en fait vous utilisez la règle d'armée pour boucher les trous des fiches d'unité, sauf que les fiches d'unité devraient être bonnes de base et pas dépendre de ça, et sauf que dans le cas de l'ADMEC, la règle elle est bien écrite, elle est intelligente parce qu'elle vous offre du choix. Dans le cas des taux, vous avez pas de choix, vous avez juste à avoir des cibleurs, en général 3 unités sur la table, qui vont aller prendre la ligne de vue, dire je vis ça, tout le reste de mon armée avoine dessus, et voilà. Je trouve pas que ça soit super intelligent ni super intéressant, c'est pas interactif pour l'adversaire parce que le seul truc que vous pouvez faire c'est tuer l'unité qui a ciblé, sauf qu'en général vous avez d'autres cibles à prendre, donc c'est pas un vrai choix. Pour le taux, c'est pas un vrai choix non plus. Voilà. Je trouve que c'est une très mauvaise règle, elle est pas intelligente, elle est pas intéressante. J'espère vraiment qu'ils vont la changer en V11.
Les Thousand Sons, à l'inverse, pour moi, c'est encore une règle en S. C'est une des meilleures règles du jeu, bah déjà parce que c'est juste l'armée psy qui a sa phase psy, où vous pouvez déclencher vos rituels et vos sorts, vous pouvez lancer vos petits pouvoirs psy pour faire des blessures mortelles, pour bouger en phase de tir, pour relancer des touches, pour augmenter la PA. Alors, les bonus que ça vous donne sont pas incroyablement imaginatifs, à part le mouvement en phase de tir, le reste c'est quand même assez basique, mais la structure de comment vous le fait que dans le codex il y a des unités qui vous donnent des bonus sur certains rituels, qui vous permettent de lancer certains rituels, je trouve que c'est intelligent. Ils l'ont un peu nerfé, parce que maintenant, avant vous pouviez lancer le rituel, vous pouvez le retenter tant que vous aviez encore des sorciers capables de lancer un truc. Maintenant, si vous avez raté le rituel, il passe juste pas. Ça, c'est peut-être un petit peu plus frustrant, mais globalement, je trouve que la règle est intelligente, elle colle super bien avec l'armée, elle marche avec toute votre armée, parce que vous avez le mot-clé Psyker dans quasiment toutes vos fiches d'unités que vous avez envie de prendre, donc vous avez toujours le moyen de lancer ces rituels. Pour l'adversaire, c'est interactif, parce que vous pouvez pas lancer le même rituel plusieurs fois, donc vous pouvez proposer plein de choix à l'adversaire pour que tous les choix soient de mauvais choix, ou des choix non optimaux. Pour le joueur Thousand Sons, bah, ça implique une réflexion, un plan de jeu, obliger l'adversaire à s'investir à un certain endroit pour ensuite jeter les rituels, maximiser le potentiel de dégâts dessus, bouger pour aller voler un endroit de la carte. Il y a des trucs vraiment utiles, je trouve que c'est fun, c'est intelligent ce qu'ils ont fait, j'aime beaucoup cette règle, je trouve qu'elle est très très réussie. Les tyrannides, c'est l'autre règle qui va aller en D. Pour moi, c'est pareil, c'est une des pires de l'édition. C'est nul. En gros, vous faites vos tests d'ébranlement sur 3d6 tant que vous êtes à portée de synapse. Donc une figurine qui a le mot-clé synapse. Vous avez plus 1 à la force quand vous êtes en portée de synapse seulement au corps à corps. Et une fois par bataille, à la phase de commandement, en général c'est de l'adversaire, vous déclenchez l'ombre dans le warp. Toutes les unités adverses font un test d'ébranlement, potentiellement à -1 si vous avez un neurotyran sur la table. Et voilà, et c'est tout. Et c'est tout ce que ça fait, et c'est une règle qui est inintéressante au possible, déjà parce que si l'adversaire réussit tous ses tests, votre règle d'armée n'a servi à rien, à part vous donner un petit plus d'un force par-ci par-là, et faire en sorte que vous soyez jamais vraiment ébranlé, c'est pas très intéressant, mais surtout si l'adversaire rate tous ses tests, vous avez gagné la partie sur un tour, où l'adversaire va perdre 15 points de primaire et pourra pas faire de secondaire, et paf, c'est dans la poche, ça arrive quasiment jamais, mais quand ça arrive, c'est nul pour votre adversaire, et quand ça arrive pas, c'est nul pour vous, le joueur tyrannide, donc c'est vraiment une règle qui est très très mal écrite, qui est pas du tout intéressante, d'autant plus que l'ombre dans le warp, c'est pas du tout ça, c'est pas un effet actif que les tyrannides déclenchent au milieu de la bataille en mode ça y est, agressez-les psychologiquement. C'est un truc qui arrive alors que les saints tyrannides s'approchent de la planète et l'envahissent. Donc en fait, c'est limite l'ombre dans le warp, c'est avant que la bataille ait commencé. Donc ça n'a pas de sens, ça fonctionne pas du tout. Ils auraient dû faire quelque chose de plus intéressant avec la synapse, justement, qui donne d'autres bonus. Peut-être même en fonction de la créature synapse, vous avez différents bonus. Et ça aurait été beaucoup plus intelligent. Beaucoup plus... ça aurait créé des combos, des dynamiques de jeu. Là, il n'y a pas de dynamique de jeu. C'est une armée qui n'a pas, je trouve, beaucoup de saveur sur la table quand vous la jouez, parce que cette règle d'armée vous donne pas un guide de gameplay. Ça vous incite pas à jouer d'une certaine manière, et c'est frustrant pour l'adversaire ou complètement sans effet. Voilà, je pense que c'est une règle qui est vraiment, vraiment ratée. Les World Eaters, moi je vais les mettre en A. En gros, vous jetez 8 dés au début de votre phase de commandement, et en fonction des doubles ou des triples que vous avez fait, vous allez pouvoir vous affecter certains bonus qui vont évidemment booster, en général, votre prestation au corps à corps. Je trouve ça génial. C'est de l'aléatoire, mais contrôlé, parce qu'en fait, il y a quand même plein de manières d'avoir les bonus que vous voulez avoir. C'est intelligent, c'est fun, parce que c'est varié. Votre adversaire, il va regarder en mode qu'est-ce qu'il va avoir, ah putain, il s'est mis ce truc-là, ça m'arrange pas, il va falloir que je contre ça. Et vous, en tant que joueur World Eaters, vous allez vous dire j'ai pas eu le bonus que je voulais, mais j'arrive quand même à me donner ça, du coup mon plan de jeu il va changer un peu, et ça donne un peu de tactique à une armée qui sinon serait très ouga bouga tout droit. Si le bonus était quand t'as chargé, t'as plus 2 à la force, plus une attaque, si c'était le bonus du détachement Berserk Warband, ça serait nettement moins intéressant, parce que ça serait juste, j'ai qu'à aller tout droit du coup, tout le temps. Et puis voilà, et puis j'ai pas besoin de réfléchir, faut juste que j'arrive au corps à corps sans m'être fait trop défoncer, ça serait pas très subtil. C'est pas une armée qui est faite pour être subtile, mais c'est quand même intéressant de donner à une armée de corps à corps, justement, une mécanique qui est un petit peu plus réfléchie, ou en tout cas qui rapporte un peu de fun sur la table. Donc il y a plein d'autres manières de faire ça, mais je trouve que là, en l'état, c'est plutôt fun, c'est plutôt bien écrit, c'est rigolo. J'ai pas vraiment vu de joueur World Eater se plaindre de cette règle d'armée non plus. Je trouve que c'est cool. Moi, c'est une règle qui me donne même envie de jouer l'armée, tellement je la trouve intéressante et rigolote. Quand vous avez vos petits dés là, vous prenez vos dés spéciaux avec les signes de corne dessus, vous les jetez, vous les mettez dans votre petit truc pour dire ah, corne m'a attribué telle bénédiction. Je trouve ça cool, vraiment j'aime bien, je trouve que c'est une super règle. Et il nous manquait les Emperor's Children. La règle, je vais la mettre en A pour moi. La règle, en gros, c'est très simple. Vous pouvez vous désengager et tirer charger. Vous pouvez avancer, tirer charger sur toute l'armée. Mais
Vous ne pouvez pas avancer et tirer sur une cible sur laquelle vous avez déjà tiré avec autre chose, vous ne pouvez pas avancer et charger sur une cible qui a déjà été chargée par autre chose, et vous ne pouvez pas vous désengager et tirer dans la cible dont vous venez de vous désengager, ou vous désengager et recharger la cible dont vous venez de vous désengager. Ça représente super bien l'Emperor Children, leur nature complètement frénétique, c'est-à-dire qu'ils s'attaquent à un truc, ils s'ennuient, c'est pas assez excessif, c'est pas assez stimulant, ils se barrent, ils vont attaquer autre chose, et voilà, ils se désintéressent de leur cible précédente. Ou alors, ils veulent pas aller au corps à corps quand quelqu'un d'autre s'est déjà attaqué à quelque chose, parce que le but c'est de montrer qu'on est le meilleur duelliste, et donc on vole pas le kill de l'adversaire, on va en faire un meilleur à côté. C'est très bien écrit, c'est très fun. Maintenant, c'est aussi une règle qui, je trouve, est assez binaire, c'est-à-dire qu'en fait, ça vous donne des choix sur la table, vous devez réfléchir un peu au séquencement de l'ordre dans lequel vous allez faire interagir vos unités, mais au final, quand vous jouez l'armée, vous vous rendez compte qu'en général, vous avez 10, 12, maximum 13 unités sur la table, et que donc, dans la majorité des cas, la question de est-ce que je peux tirer d'abord avec lui, puis avec lui, s'applique quasiment jamais, en fait. Donc, ces choix de séquencement se posent pas trop. Pour l'adversaire, c'est pas ultra interactif parce qu'il peut pas faire grand chose. Il peut essayer de vous engluer au corps à corps avec plusieurs unités en disant bah comme ça maintenant si tu veux te désengager tu pourras pas recharger là-dedans. T'as été au corps à corps avec ces deux-là donc tu peux rien faire d'autre. Il faut que tu désengages et que t'as chargé autre chose ou alors tu restes au corps à corps avec moi et c'est moi qui vais taper d'abord. Bon, c'est pas palpitant comme mécanique de jeu je trouve. Et puis surtout du coup bah ça augmente énormément le coût des fiches d'unité puisque bah forcément une armée de corps à corps qui peut avancer et charger ça coûte cher. Hein. Donc chaque fiche d'unité est plutôt chère pour sa fiche d'unité, sa capacité de dégâts et ses règles spéciales. Ce qui fait que si jamais vous êtes dans un match-up où vous n'avez pas vraiment besoin d'avancer et charger, où vous voulez jouer plus prudemment, vous n'avez pas besoin d'enfoncer complètement l'ennemi trop rapidement, bah en fait cette règle vous sert pas tant que ça et vous avez payé les points pour un truc qui vous sert pas tant que ça. Donc c'est une règle qui est bonne, qui est intéressante, qui représente bien l'armée, elle est très forte sur la table en plus, mais c'est pas forcément la plus évoluée, la plus intéressante qu'on puisse trouver donc en A et pas en S pour moi. Bon voilà en tout cas pour cette tier list, alors évidemment c'est très subjectif, vous avez peut-être pas du tout les mêmes ressentis ou préférences que moi. Moi c'est vrai qu'en général quand je joue contre une autre armée, comme c'est un jeu où on alterne chacun son tour, bah, j'aime bien que la mécanique de l'armée adverse me propose des réflexions pendant le tour adverse. Quand je vois l'adversaire jouer, je vais me dire ok il a tel bonus, il a telle capacité, il est en train de faire ça, et donc du coup moi comment je peux réagir, qu'est-ce que je peux imaginer, comment est-ce que je vais contrer ça, ah mince j'avais pas vu ça passer, ça j'aime bien, ça me garde engagé dans la partie. Quand la mécanique est pas du tout interactive pour moi, et ben c'est vrai que je m'ennuie un peu pendant le tour adverse, je regarde les mouvements parce que je me dis qu'est-ce qu'il est en train de me préparer, mais globalement, j'ai pas autant de réflexion, il n'y a pas autant d'implication dans la partie, donc après ça n'est évidemment que ma préférence, et puis c'est aussi les préférences des styles de jeu que moi j'ai. Après, hein, vous voyez que j'ai pas forcément favorisé mes armées à moi, hein, parce que si on regarde, hein, parmi les armées que je joue, il y a les Drukhari que j'ai mis en S parce que je trouve que la règle est vraiment réussie, il y a l'Adeptus Mechanicus et les Emperor Children qui sont en A, mais derrière, ici, on a les orques que j'ai mis en B, et puis on a les Custodes que j'ai mis en D, et puis on a la Death Watch qui sont des Space Marines qui sont en B pour moi aussi. Donc voilà, c'est pas les armées que je joue, je les trouve trop bien, et les armées que je joue pas, je les trouve pourries. Il y a peut-être des petits biais personnels, mais voilà, j'ai pas favorisé que mes armées. Maintenant, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce classement? Pas du tout. Qu'est-ce que vous mettriez et dans quelle catégorie? Qu'est-ce que vous trouvez fun ou à l'inverse pas fun à affronter, hein, si parmi les règles que moi j'ai mis en premier, vous trouvez que c'est insupportable sur la table, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis comme d'hab, si vous aimez la chaîne et que vous voulez la soutenir, vous avez tous les boutons YouTube, vous savez pourquoi vous devriez cliquer dessus, laisser un commentaire, ça aide forcément toujours la chaîne à grandir. Vous avez la page MyHobbyPlace où vous pouvez acheter vos figurines moins chères que chez Games, et en plus si vous sélectionnez la chaîne, ça me reverse moi une petite commission qui me permet de continuer à faire ces vidéos. Ou alors vous pouvez aller sur le Tipeee pour nous aider à faire de meilleurs rapports de bataille, de meilleures analyses de codex. Merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà, tous les fonds hein, sur le Tipeee vont directement sur le montage et l'équipement pour ces rapports de bataille et ces codex review. Il y en a en train justement de mettre en place des choses pour améliorer un peu tout ça. Vous me direz en commentaire tout ce que vous en pensez. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!